Et si, en une seule nuit, toutes les certitudes économiques de l'Europe s'effondraient? Imaginez, alors que Berlin dort encore, à Moscou, une signature scelle le sort de décennies d'investissements allemands. En quelques heures, tous les actifs allemands en Russie, banques, usines, géants industriels, sont nationalisés. Plus un centime ne quitte la Russie. Berlin découvre au réveil que l'économie allemande vient de perdre des milliards et que ses plus grandes entreprises sont désormais sous contrôle du Kremlin. Mais ce n'est qu'un début. Moscou impose, dans la foulée, le paiement en or pour chaque mètre cube de gaz ou de pétrole livré à l'Europe. L'Allemagne, qui n'a pas d'or, est piégée. Dans les tours des banques à Francfort, c'est la panique. Les marchés s'effondrent, les capitaux fuient l'Union européenne à une vitesse inimaginable. Les investisseurs, jusqu'alors rassurés par la stabilité européenne, n'ont plus aucune garantie. Les contrats, la propriété privée, ce que l'on croyait intangible, tout peut être effacé d'un trait de plume. La confiance vacille. Les emplois, les retraites, l'épargne, tout ce qui semblait solide devient fragile. Des appels à la démission du chancelier retentissent. La vieille idée d'une économie mondiale prévisible s'effondre. Désormais, chaque investissement peut devenir une arme, chaque contrat, un champ de bataille. Pour comprendre comment on en est arrivé là, revenons aux origines de cette nuit décisive. Tout commence au petit matin, bien avant que les marchés ne s'ouvrent. À Moscou, dans le silence feutré des bureaux fermés, une décision tombe. La Russie passe à l'action. Ce n'est pas une impulsion. C'est méthodique, chirurgical, préparé dans le secret depuis février 2022. Une liste d'actifs stratégiques allemands, signée de la main même de Vladimir Poutine, attendait son heure. Et ce jour-là, à l'aube, tout s'enclenche. Les comptes des banques allemandes sont bloqués automatiquement. Les dividendes cessent d'être versés, les lignes de crédit sont gelées. Pas un bruit, pas une fuite. Les usines allemandes implantées en Russie passent progressivement sous contrôle russe. À 11h30, un ordre officiel tombe. Transfert immédiat de la gestion des sites industriels à de nouveaux propriétaires russes. Les chaînes de production continuent de tourner, les ouvriers restent à leur poste, mais tout a changé. Les logos et les drapeaux à l'entrée ne sont plus les mêmes. À Francfort ou à Munich, dans les sièges allemands, c'est la stupeur. Du jour au lendemain, l'accès à leurs filiales russes disparaît. Les téléphones restent muets, les équipes juridiques s'agitent. Elles relisent les contrats, cherchent la faille, mais tout est verrouillé. La juridiction russe prime et la légalité est, du point de vue de Moscou, irréprochable. Pour le business allemand, c'est un cauchemar éveillé. Les actifs qui semblaient inviolables, protégés par des décennies de droit international, s'évaporent en quelques heures. Ce n'est pas seulement une perte financière, c'est l'effondrement de la confiance fondamentale sur laquelle repose tout le modèle d'affaires européen. Mais ce n'est que la première salve d'un bouleversement systémique. Cette opération n'est pas un geste isolé, elle dévoile un plan mûri de longue date. Dès l'annonce officielle à Moscou, le ton est donné. Les autorités russes insistent, les emplois seront préservés, la production continue, seule la direction change. Mais derrière ce calme affiché, c'est un véritable séisme qui frappe. Pour la première fois depuis des décennies, le capital allemand se retrouve littéralement otage d'un État étranger. Berlin, d'abord sidéré, garde un silence pesant. Aucun plan d'urgence, aucun mot rapide, seulement une attente anxieuse, presque irréelle. Quand le chancelier finit par s'exprimer, il parle de violation flagrante du droit international, il réclame une réponse coordonnée de l'Europe, mais dans ces mots, tout le monde sent l'impasse. Car, si l'Allemagne réplique, elle risque de s'auto-saborder. Si elle ne fait rien, elle perd pied sur la scène mondiale. Les marchés financiers, eux, n'attendent pas. Immédiatement, les capitaux fuient, les actions des groupes allemands plongent. Les investisseurs paniquent. Ce qui semblait impensable hier devient soudain terriblement concret. La crédibilité des institutions allemandes et européennes vacille, et la sécurité de l'épargne de millions de citoyens est remise en cause en un instant. Au Bundestag, la tension est à son comble. Les débats sont électriques, parfois à la limite du chaos. Faut-il couper tout lien avec Moscou, prendre le risque d'une escalade économique,
ou au contraire, temporiser pour sauver ce qui peut l'être de l'industrie? Cette paralysie, ce vertige stratégique, c'est toute l'Europe qui le ressent. La peur d'un effet domino, où demain, n'importe quel actif européen pourrait être exproprié, n'importe où dans le monde. Et c'est là que l'on comprend que ce conflit n'est plus seulement une affaire entre Moscou et Berlin. Ce qui se joue ici, c'est la redéfinition des règles du jeu mondial. Et si ce n'était que le début d'un nouvel ordre économique mondial? Car ce qui se joue avec la nationalisation des actifs allemands en Russie, c'est bien plus qu'un simple bras de fer entre deux pays. Désormais, tout investisseur européen à l'étranger peut légitimement se demander « Mes avoirs sont-ils vraiment à l'abri ?» Cette crainte d'une contagion plane partout. Ce qui était autrefois impensable, voir l'État s'emparer d'actifs étrangers du jour au lendemain, est en train de devenir une arme de négociation, et peut-être bientôt une norme. Mais il y a plus inquiétant encore. La confiance, ce socle invisible qui fait tenir l'économie mondiale, se fissure. Une perte d'argent, c'est grave, mais une perte de confiance? C'est tout le système qui vacille. Les règles auxquelles on croyait dures comme fer, la sécurité des contrats, la stabilité des investissements internationaux, paraissent soudain bien fragiles. L'économie devient l'arène d'un affrontement où chaque bloc joue ses propres cartes. L'Occident resserre les rangs autour de ses normes, tandis que d'autres pays misent sur le contrôle souverain des ressources et des devises. On parle déjà de démondialisation, de polarisation, avec des ponts qui se coupent et des tensions qui montent. L'Europe, elle, n'est pas seulement spectatrice. Sa sécurité énergétique est directement menacée. Depuis la rupture des anciens accords gaziers, la dépendance aux décisions politiques n'a jamais été aussi forte. Le prix du gaz explose, l'industrie s'inquiète, et le modèle même de l'économie européenne, fondé sur l'accès à une énergie sûre et bon marché, vacille. À cela s'ajoutent les risques de désindustrialisation, la pression sur l'emploi, la montée des inquiétudes sociales. Ce n'est plus une simple crise, c'est une remise en cause de tout un modèle, avec le risque de perdre définitivement nos avantages compétitifs. Face à ce choc, chacun cherche des pistes pour survivre dans cette nouvelle réalité. Dans un monde où tout peut basculer, quelles armes nous restent-ils? Face à cette nouvelle ère où la stabilité n'est plus garantie, il devient urgent de repenser nos réflexes économiques. D'abord, pour les investisseurs et les entreprises, impossible désormais de miser uniquement sur la prévisibilité. La diversification ne suffit plus. Il faut apprendre à cartographier les risques politiques, imaginer des scénarios où des actifs entiers disparaissent du jour au lendemain, et privilégier la flexibilité à la recherche du rendement maximal. Les stratégies doivent être revues à l'aune d'un monde fragmenté, où chaque contrat, chaque partenariat international peut devenir une vulnérabilité. Pour les décideurs politiques, le dilemme est brutal. Faut-il continuer à poursuivre la croissance à tout prix, ou accepter que la survie stratégique impose parfois des choix douloureux, voire la remise en cause de principes qui paraissaient intouchables? L'Europe, longtemps protégée par son marché et ses normes, doit désormais apprendre à défendre ses intérêts sans naïveté, quitte à adopter des mesures radicales autrefois impensables. Mais ce bouleversement touche aussi chacun de nous. L'ère du confort, où l'on croyait pouvoir anticiper l'avenir et préserver son niveau de vie, touche à sa fin. Il s'agit maintenant de cultiver l'agilité, d'apprendre à se protéger, que ce soit par la formation, la mobilité ou l'autonomie financière. Le mot d'ordre, c'est la vigilance. Qui refuse de s'adapter risque non seulement la perte de stabilité personnelle, mais aussi d'être relégué à la marge d'un système qui se réinvente sans attendre. Reste une question centrale, qui décidera du sort de chacun dans la décennie à venir. La seule stabilité, c'est celle que vous saurez construire et défendre vous-même. Dans le nouveau monde qui se dessine, l'illusion de sécurité cède la place à une réalité bien plus dure. Plus rien n'est garanti, ni pour les États, ni pour les entreprises, ni pour les individus. Ce qui s'est passé avec la nationalisation des actifs allemands en Russie n'est pas un simple épisode isolé, c'est le symbole d'une bascule profonde. Désormais, chaque contrat international, chaque investissement, chaque emploi dépend d'un équilibre précaire entre intérêts et rapports de force.
Ce qui hier semblait intangible, la protection de la propriété, la force du droit, la logique du marché, devient aujourd'hui conditionnel, réversible, parfois même illusoire. Ignorer ces bouleversements, c'est risquer de subir demain ce que d'autres auront anticipé et préparé aujourd'hui. Pendant des décennies, on a cru que l'économie était un espace rationnel, protégé des pulsions politiques, où l'intérêt à long terme finirait toujours par l'emporter. Cette conviction a volé en éclats. Quand la politique entre violemment dans le jeu économique, les règles changent du jour au lendemain. Ce ne sont plus la croissance, l'innovation ou la concurrence qui dictent tout, mais la capacité à résister aux chocs, à réinventer ses stratégies et à faire des choix difficiles. Pour l'Europe, l'heure n'est plus à l'optimisme naïf. Il faut choisir entre le respect de principes établis et l'impératif de survie stratégique. Aucun acteur, aucune entreprise, aucun citoyen n'est à l'abri de ces secousses. Alors, que faire? Ce n'est pas un appel à la panique, ni à la résignation. Au contraire, c'est le moment d'ouvrir les yeux, de regarder le monde tel qu'il est, pas comme on voudrait qu'il soit. La première étape, c'est la lucidité. Comprendre que la stabilité n'est plus une donnée, mais un objectif à atteindre, à consolider, parfois à défendre. Cela passe par l'information, la réflexion, mais aussi par des choix personnels. Diversifier ses investissements, repenser ses modes de consommation, s'informer sur les risques, refuser la passivité. Car dans ce nouvel environnement, ceux qui refuseront de voir les changements seront les premiers à les subir. Ceux qui sauront s'adapter, anticiper et protéger ce qui compte vraiment auront, eux, une longueur d'avance. L'incertitude n'est plus une menace lointaine. Elle est devenue le décor de notre quotidien. Mais c'est aussi une invitation à reprendre en main son avenir, à construire sa propre résilience. La seule vraie sécurité, c'est celle que l'on bâtit soi-même, avec lucidité et détermination.